Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, une sensation inexplicable dans la poitrine lorsque vous pensez à ce frère qui vit à l'autre bout du pays. Ou peut-être est-ce cette étrange impression que, même après des années sans vraiment vous parler, vous partagez toujours quelque chose que personne d'autre ne comprend. Quelque chose qui va au-delà des disputes, des malentendus, des chemins différents que la vie vous a fait prendre. La vérité, c'est qu'il existe entre les frères et sœurs un lien qui défie toute logique. Peu importe le nombre d'années qui passent, la distance qui les sépare, ou le nombre de fois où ils se sont déçus mutuellement. Certains frères et sœurs restent simplement unis par des liens invisibles qu'ils ne peuvent eux-mêmes expliquer. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette union n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une question de chance, et ce n'est certainement pas seulement une question de famille. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, et, en même temps, de plus troublant que nous ne l'imaginons. Il s'agit de marques qui ont été gravées dans vos âmes avant même que vous ne compreniez ce qu'était une âme. Freud a découvert que certaines expériences de l'enfance fonctionnent comme une sorte d'empreinte émotionnelle, unique, indélébile, impossible à reproduire. Et entre frères et sœurs, ces empreintes s'entremêlent d'une manière qui crée des liens qui transcendent la compréhension rationnelle, des liens qui résistent au temps, à la distance, aux différences de personnalité et même aux blessures les plus profondes. Vous pouvez essayer de le nier, vous pouvez vous disputer, vous pouvez passer des années sans parler à ce frère ou cette sœur, mais si vous portez cette marque commune, elle sera toujours là, palpitant doucement, vous rappelant qu'il existe quelqu'un dans le monde qui connaît des parties de vous-même que vous ne vous souvenez même pas avoir montrées. C'est un lien qui va bien au-delà du sang partagé ou des souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qui touche à une dimension de l'existence humaine que nous pouvons rarement nommer. Une dimension où deux personnes se reconnaissent non seulement comme une famille, mais comme le miroir l'une de l'autre, reflétant non seulement qui elles sont, mais aussi qui elles ont toujours été et qui elles peuvent devenir. Et la question qui reste est, qu'est-ce qui crée exactement ces marques indélébiles? Pourquoi certains frères et sœurs développent-ils ce lien indestructible, tandis que d'autres deviennent de parfaits étrangers? Et, plus important encore, qu'est-ce qui maintient ces liens vivants et palpitants, même lorsque tout semble conspirer pour les séparer? La réponse se cache dans les premières années de votre vie, dans ces moments apparemment insignifiants qui vous ont façonné d'une manière que nous commençons seulement à comprendre aujourd'hui. Elle se trouve dans les expériences que vous avez partagées avant d'apprendre à mettre des mots sur vos sentiments. Elle se trouve dans ce territoire nébuleux de la mémoire où l'émotion pure s'est gravée plus profondément que n'importe quel souvenir conscient. Pensez-y, vous et vos frères et sœurs avez été les premières personnes à partager non seulement le même toit, mais aussi le même univers émotionnel. Vous avez respiré le même air tendu lorsque vos parents se disputaient. Vous avez ressenti le même frisson lorsque papa rentrait du travail en colère. Vous avez partagé le même soulagement lorsque maman a enfin souri après une journée difficile. Ces expériences ne sont pas seulement restées gravées dans votre mémoire, elles se sont transformées en ce que Freud appelait l'identification primaire. En termes simples, vous vous êtes reconnus les uns les autres avant même de savoir qui vous étiez individuellement. C'était comme si vos âmes s'étaient reflétées l'une dans l'autre pendant les années les plus formatrices de votre vie. Vous souvenez-vous de cette nuit où vous vous êtes caché sous le lit pendant une violente dispute entre vos parents, ou de ce moment où vous avez partagé un secret que même les adultes ne pouvaient connaître? Ce n'étaient pas seulement des souvenirs, c'étaient des rituels d'union, des moments où vos psychés se sont entremêlés d'une manière qui a créé un langage émotionnel unique entre vous. C'est pourquoi, même des décennies plus tard, vous pouvez regarder votre frère dans les yeux et savoir exactement ce qu'il ressent sans qu'il ait besoin de dire un mot. Vous avez développé un système de communication qui va bien au-delà des mots, presque télépathique. Un regard, un silence, une expression faciale, et vous êtes immédiatement transporté dans cet univers partagé de votre enfance. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Cette connexion ne concerne pas seulement les moments heureux. En fait, ce sont souvent les traumatismes partagés qui créent les liens les plus forts. Lorsque deux enfants vivent à la même peur, la même insécurité, la même douleur, ils concluent inconsciemment un pacte silencieux. Nous nous comprenons d'une manière que personne d'autre ne comprendra jamais. C'est comme si vous aviez été soudés dans la même tranchée émotionnelle. Et toute personne qui a vécu une expérience intense avec une autre sait qu'une camaraderie se forme dans ces situations, une complicité qui n'a pas besoin d'être expliquée, mais seulement ressentie. Cette identification primaire explique pourquoi,
même lorsque vous grandissez et devenez des personnes complètement différentes, il y a toujours quelque chose de familier chez l'autre. C'est pourquoi vous pouvez reconnaître sa façon de rire, même après des années. C'est pourquoi certaines de ces expressions faciales vous ramènent immédiatement à votre enfance. C'est pourquoi, peu importe à quel point vous avez changé, il y a toujours une partie de vous qui se sent chez elle en sa présence. Mais il y a quelque chose de plus complexe ici. Freud a remarqué que ces identifications primaires ne concernent pas seulement la reconnaissance mutuelle, mais aussi la complétude. Lorsque vous vous formiez émotionnellement, votre frère faisait littéralement partie de l'environnement qui vous a façonné. Il n'était pas seulement une personne à vos côtés, il faisait partie du tissu de votre réalité. Pensez à une tapisserie en cours de tissage. Chaque fil a sa couleur, sa texture, sa direction, mais le dessin final n'existe que parce que tous les fils se sont entrelacés selon un motif spécifique. Vous êtes des fils qui ont été entrelacés pendant des années, créant un motif émotionnel unique. Et même si vous essayez de vous séparer, vous portez toujours les marques de cet entrelacement original. C'est pourquoi il existe une qualité de nostalgie différente lorsque nous pensons à des frères et sœurs avec lesquels nous avons ce lien. Ce n'est pas seulement la nostalgie de la personne, c'est la nostalgie d'une version de nous-mêmes qui n'existait que lorsque nous étions ensemble. C'est la nostalgie d'une plénitude que nous ne connaîtrons peut-être plus jamais avec quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà remarqué que certaines blagues ne font rire que vous, que certaines références vous font rire aux larmes, tandis que les autres personnes vous regardent sans comprendre? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'années passées à construire un univers symbolique commun, un langage qui n'a de sens que pour ceux qui ont vécu les mêmes expériences formatrices. Et ce langage va bien au-delà des mots ou des gestes. Il inclut des rythmes, des pauses, des ironies, voire des silences qui ont des significations spécifiques. Vous avez développé un dialecte émotionnel aussi spécifique qu'un accent régional, sauf que cet accent vient de l'âme et non de la géographie. Mais voici où cela devient vraiment profond. Ce langage émotionnel partagé n'est pas seulement conservé dans la mémoire consciente. Il est gravé dans ce que Freud appelait l'inconscient, fonctionnant comme une sorte de code qui influence votre relation au monde, même lorsque vous n'êtes pas ensemble. Pensez au nombre de fois où vous avez réagi à une situation exactement de la même manière que votre frère aurait réagi, ou au nombre de fois où vous avez pris une décision et où vous vous êtes ensuite rendu compte qu'il aurait fait exactement le même choix. Cela s'explique par le fait que vous ne partagez pas seulement des souvenirs, mais aussi des schémas de réponse émotionnelle qui ont été programmés pendant ces années formatrices. C'est comme si vous aviez téléchargé le même logiciel émotionnel de base. Et même si, après l'enfance, vous avez installé des mises à jour différentes, personnalisé vos interfaces, ajouté de nouveaux programmes, le système d'exploitation d'origine reste le même. Cette base commune crée un sentiment de familiarité qui est presque viscéral. Lorsque vous êtes avec lui, une partie de vous se détend d'une manière qui n'est possible avec personne d'autre. Parce que vous n'avez pas besoin d'expliquer votre système d'exploitation, il le connaît déjà de fond en comble. Et c'est peut-être précisément cette profonde familiarité qui explique pourquoi certains frères et sœurs peuvent s'éloigner pendant des années, puis se retrouver comme si le temps n'avait pas passé. Parce que la connexion ne dépend pas d'un contact constant, elle dépend de ce code commun qui a été écrit il y a des décennies et qui continue de fonctionner silencieusement, indépendamment de la distance ou du temps. Ce qui se passe lorsque deux personnes vivent les mêmes moments formateurs est presque magique. Elles commencent à développer ce que l'on pourrait appeler des empreintes digitales de l'âme, des marques émotionnelles si uniques et spécifiques qu'elles fonctionnent comme une sorte d'ADN psychologique partagé. Imaginez ceci, vous avez tous deux été témoins de la même scène de vulnérabilité de la part de vos parents. Vous avez peut-être vu votre père pleurer après avoir perdu son emploi, ou votre mère s'effondrer émotionnellement après une dispute. À ce moment-là, quelque chose s'est gravé dans votre mémoire à tous les deux. Non seulement le souvenir de ce qui s'est passé, mais aussi une compréhension profonde et silencieuse de la fragilité humaine, de la façon dont les personnes qui semblent fortes peuvent s'effondrer. Cette compréhension est devenue une partie intégrante du langage secret entre vous. Des décennies plus tard, lorsque l'un de vous traverse une période difficile, l'autre sait exactement comment réagir, non pas parce qu'il l'a appris dans un livre de développement personnel, mais parce qu'il porte en lui la même empreinte émotionnelle, gravée dans son âme. C'est pourquoi vous pouvez le réconforter d'une manière que personne d'autre ne peut. C'est pourquoi il comprend vos insécurités, sans que vous ayez besoin de les expliquer.
Vous partagez un fichier émotionnel qui s'est construit au fil d'années d'expériences simultanées. Et ce fichier fonctionne comme un manuel d'instruction pour interagir l'un avec l'autre. Mais ces empreintes digitales de l'âme vont au-delà des moments dramatiques. Elles se forment également à partir de détails apparemment insignifiants. L'odeur de la maison le dimanche matin, le son de la télévision allumée pendant que vous faisiez vos devoirs, le sentiment de sécurité lorsque vous étiez ensemble dans la même pièce. Toutes ces expériences sensorielles et émotionnelles se sont entremêlées dans votre mémoire, créant un réseau d'associations qui n'a de sens que pour ceux qui ont vécu la même chose. Freud a remarqué qu'il existe une différence fondamentale entre les souvenirs individuels et les souvenirs partagés. Les souvenirs individuels peuvent être remis en question, réinterprétés, voire oubliés, mais les souvenirs partagés deviennent une sorte de vérité absolue, car il y a toujours quelqu'un d'autre pour confirmer que, oui, cela s'est vraiment passé exactement comme ça. Et c'est là que réside la force de ces liens fraternels durables. Vous êtes devenus les gardiens des souvenirs l'un de l'autre. Vous portez en vous des fragments de son histoire dont lui-même ne se souvient pas vraiment. Et il garde en mémoire des moments de votre enfance qui sont un peu flous dans votre esprit. Ensemble, vous formez une archive complète de qui vous étiez avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est une énorme responsabilité, mais aussi une profonde intimité, car cela signifie qu'il existe quelqu'un dans le monde qui connaît la version originale de vous-même. Quelqu'un qui vous a vu avant que vous n'appreniez à porter des masques, avant que vous ne développiez des mécanismes de défense, avant que vous ne deveniez la personne polie que vous présentez au monde. Et cela crée un sentiment de sécurité existentielle très rare. Peu importe à quel point vous changez, peu importe le nombre de versions de vous-même que vous essayez dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui connaît et reconnaît votre essence originale. Quelqu'un qui vous regarde et parvient encore à voir l'enfant que vous étiez. Mais c'est précisément cette intimité profonde qui rend certaines de ces relations à la fois les plus réconfortantes et les plus effrayantes qui soient. Car s'il existe quelqu'un qui vous connaît si profondément, cela signifie qu'il existe aussi quelqu'un qui peut vous blesser d'une manière que les autres ne peuvent même pas imaginer. Pensez-y, votre frère connaît vos faiblesses, non pas parce qu'il les a découvertes en essayant de vous blesser, mais parce qu'il était là quand ces faiblesses se sont formées. Il vous a vu développer vos peurs, vos insécurités, vos moyens de vous protéger. Et cela lui donne un accès privilégié et dangereux à votre monde émotionnel. C'est comme s'il avait les clés de tous vos compartiments secrets. Et vous avez aussi les siennes. Cela crée une dynamique unique. Vous pouvez vous blesser profondément, mais vous pouvez aussi vous guérir d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Cette vulnérabilité mutuelle explique pourquoi les disputes entre frères et sœurs sont parfois si intenses et douloureuses. Ce n'est pas seulement une discussion entre deux personnes, c'est une confrontation entre deux êtres qui se connaissent au plus profond de leur existence. C'est comme si vous vous battiez en utilisant les armes émotionnelles les plus puissantes qui soient, la connaissance intime de l'âme de l'autre. Mais voici le paradoxe. Cette même vulnérabilité qui peut créer des conflits dévastateurs est aussi celle qui rend possible des réconciliations miraculeuses. Car lorsque vous décidez de vous pardonner, ce n'est pas seulement un pardon superficiel, c'est un pardon qui va jusqu'aux racines, qui atteint ses empreintes de l'âme et les guérit de l'intérieur. Et c'est précisément ce pouvoir de guérison profonde qui distingue les liens fraternels durables de tout autre type de relation. Car vous ne pardonnez pas seulement des actions ou des paroles, vous pardonnez des blessures qui ont été causées par quelqu'un qui connaît vos secrets les plus intimes. C'est un pardon qui exige un courage émotionnel extraordinaire. Cette capacité à blesser et à guérir profondément crée une dynamique psychologique fascinante que Freud a commencé à cartographier mais n'a jamais réussi à expliquer complètement. Une dynamique qui va bien au-delà de la psychologie individuelle et pénètre dans le territoire de ce que nous pouvons appeler l'inconscient collectif familial. Car ces empreintes de l'âme ne restent pas isolées en chacun de vous. Elles communiquent, se nourrissent les unes les autres, créent un système émotionnel qui est plus grand que la somme de ses parties individuelles. C'est comme si vous aviez construit ensemble une troisième entité psychologique qui existe dans l'espace entre vous, conservant non seulement des souvenirs, mais aussi des possibilités de ce que vous pouvez devenir lorsque vous êtes unis. Il existe un phénomène que Freud a observé, mais qu'il n'a jamais réussi à nommer correctement. Lorsque des frères et sœurs partagent des expériences formatrices intenses, ils ne développent pas seulement des souvenirs individuels, ils créent une sorte de psyché partagée.
un inconscient qui appartient aux deux en même temps. C'est comme si vous aviez développé un troisième cerveau émotionnel qui existe dans l'espace entre vous. Ce cerveau conserve non seulement ce que chacun a vécu, mais aussi les réactions émotionnelles que l'un a eues en voyant l'autre traverser certaines situations. C'est un archive d'empathie profonde qui s'est construit au fil des années d'observation mutuelle. Vous souvenez-vous quand vous voyez votre frère se faire gronder par vos parents et que vous ressentiez une angoisse dans votre poitrine, même si vous n'aviez rien fait de mal? Ou quand il réussissait quelque chose et que vous ressentiez une joie qui n'était pas exactement la vôtre, mais qui n'était pas non plus la sienne, c'était la vôtre à tous les deux. C'est la preuve que vous avez développé un réseau neuronal émotionnel partagé. Le plus fascinant, c'est que ce réseau continue de fonctionner même lorsque vous êtes physiquement séparés. C'est pourquoi vous avez parfois des intuitions sur ce qu'il ressent, même si vous ne lui avez pas parlé depuis des mois. C'est pourquoi certaines décisions importantes dans votre vie semblent tenir compte non seulement de ce que vous voulez, mais aussi de ce que vous imaginez qu'il en penserait. Freud appelait cela le transfert, la tendance à projeter les sentiments et les attentes d'une relation importante dans d'autres situations de la vie. Mais entre frères et sœurs ayant des liens profonds, le transfert fonctionne différemment. Il ne s'agit pas seulement d'une projection, mais d'une consultation inconsciente de ce fichier émotionnel partagé. Lorsque vous devez prendre une décision difficile, une partie de vous-même se demande automatiquement « que ferait-il dans cette situation ?» Non pas parce que vous voulez l'imiter, mais parce que son opinion fait désormais partie de votre processus interne de prise de décision. Il est devenu une voix dans votre tête, non pas une voix agaçante qui vous critique, mais une voix qui vous aide à voir des angles que vous ne pourriez pas voir seul. Cela explique pourquoi certains frères et sœurs, même s'ils vivent dans des pays différents, font des choix de vie étonnamment similaires. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de cet inconscient collectif familial qui fonctionne comme une boussole émotionnelle, pointant dans la même direction, même à distance. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici. Cet inconscient partagé ne stocke pas seulement des expériences, il stocke également les schémas émotionnels que vous avez appris l'un de l'autre. La façon dont vous gérez la frustration a peut-être été influencée par la façon dont il la gérait. La façon dont vous montrez votre affection a peut-être été façonnée par la façon dont il recevait de l'affection. C'est comme si vous aviez été des miroirs, l'un pour l'autre pendant les années les plus importantes de votre développement émotionnel. Et les miroirs ne se contentent pas de refléter, ils façonnent également. Vous vous êtes vu à travers ses yeux, et il s'est vu à travers les vôtres. Et ces images reflétées sont devenues une partie de qui vous êtes. C'est pourquoi, lorsque vous vous retrouvez après une longue période, il y a toujours ce moment de reconnaissance qui va au-delà du physique. C'est une reconnaissance des schémas émotionnels familiers, des gestes qui réveillent des souvenirs corporels, des manières qui activent des souvenirs de qui vous étiez lorsque vous étiez toujours ensemble. Avez-vous déjà remarqué comment la présence de votre frère réveille des aspects de votre personnalité qui restent endormis lorsqu'il n'est pas là? Comment vous remettez à faire des blagues qui n'avaient de sens qu'entre vous, ou comment certaines expressions faciales n'apparaissent que lorsqu'il est présent? Cela se produit parce que sa présence réactive des parties de votre inconscient qui restent en veille lorsqu'il n'est pas accessible. C'est presque comme si vous aviez plusieurs versions de vous-même, stockées dans différents compartiments de votre psyché, et que la présence de certaines personnes était la clé qui ouvrait des compartiments spécifiques. Votre frère a accès à un compartiment que personne d'autre n'a peut-être, celui qui renferme la version de vous-même, qui existait avant que vous n'appreniez à être ce que le monde attendait de vous. Et voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ce lien avec les versions antérieures de nous-mêmes n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une forme de guérison, parce que parfois, la vie nous oblige à abandonner certaines parties de nous-mêmes pour nous conformer aux attentes extérieures. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui parvient encore à voir et à réveiller ces parties oubliées, nous éprouvons un sentiment de plénitude qui est presque spirituel. C'est pourquoi les conversations profondes avec les frères et sœurs avec lesquels nous avons ce lien peuvent être si révélatrices. Ce n'est pas seulement parce que vous vous connaissez bien, c'est parce que vous vous connaissez d'une manière qui vous permet d'être totalement authentique l'un envers l'autre. C'est un espace rare d'honnêteté émotionnelle totale. Et cette authenticité crée quelque chose d'extraordinaire, un laboratoire où vous pouvez vous permettre d'être vulnérable sans craindre d'être jugé de manière définitive. Vous pouvez montrer vos faiblesses, vos peurs, vos contradictions, et savoir que cela ne détruira pas le lien qui vous unit.
car ce lien s'est construit précisément à partir de l'acceptation de ces imperfections. Cet inconscient collectif familial fonctionne comme une archive vivante qui est constamment mise à jour. Chaque nouvelle expérience que vous partagez, chaque nouvelle conversation, chaque nouveau moment de connexion ajoute des couches à cette archive, la rendant plus riche et plus complexe au fil du temps. Mais tous les frères et sœurs ne parviennent pas à développer ou à maintenir ce type d'inconscient collectif familial. Et comprendre pourquoi cela se produit est essentiel pour saisir la différence entre les liens qui résistent au temps et ceux qui se fragmentent au fil des ans. Mais la vérité que personne ne veut admettre est la suivante. Toutes les expériences partagées ne créent pas des liens durables. Parfois, vivre les mêmes traumatismes ou difficultés peut avoir exactement l'effet inverse. Cela peut créer des blessures si profondes que les frères et sœurs doivent s'éloigner les uns des autres pour pouvoir guérir. La différence réside dans la manière dont chacun a traité ses expériences partagées. Et c'est là que réside l'un des mystères les plus douloureux des relations familiales. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en sortir avec des cicatrices émotionnelles complètement différentes. Imaginez deux enfants témoins des mêmes épisodes de violence domestique. L'un peut développer un besoin de protéger son frère, créant ainsi un lien basé sur l'attention mutuelle. L'autre peut associer la présence de son frère à des moments de terreur, ce qui fait que le simple fait de le regarder déclenche constamment des souvenirs traumatisants. Freud a découvert que notre psychisme dispose de plusieurs moyens pour gérer des expériences trop importantes pour être assimilées. L'un d'entre eux est l'identification à l'agresseur, lorsque l'enfant adopte inconsciemment les comportements de la personne qui lui a fait du mal, afin de ressentir un certain contrôle sur la situation. Un autre est le déni, lorsque l'esprit refuse tout simplement d'accepter ce qui s'est passé. Lorsque des frères et sœurs utilisent des mécanismes de défense différents pour faire face à la même situation traumatisante, ils peuvent finir par devenir étrangers les uns aux autres. C'est comme si chacun avait créé une version différente de la même histoire, et que ces versions étaient devenues incompatibles. Ce qui aurait dû être une expérience d'union à travers la douleur devient une source constante de conflit. Car chacun porte en lui une vérité émotionnelle sur ce qui s'est passé, et ces vérités ne peuvent coexister dans le même espace. C'est dévastateur lorsque cela se produit, car cela signifie que la personne qui devrait le mieux comprendre votre douleur est justement celle qui la remet le plus en question ou la minimise. C'est comme si vous aviez été soldat dans la même guerre, mais que chacun était revenu avec un récit complètement différent de la bataille. Dans ces cas-là, la présence du frère ne réveille pas des souvenirs réconfortants, mais des souvenirs que chacun préférerait oublier. Et ce qui aurait dû être un dossier émotionnel partagé devient un champ de mine psychologique où toute conversation plus profonde peut dégénérer en dispute sur le passé. Il existe également un autre type de rupture, peut-être encore plus subtile et douloureuse, lorsque les frères et sœurs grandissent et découvrent qu'ils n'aiment pas ce que l'autre est devenu. Lorsque les différences de personnalité, de valeurs et de choix de vie deviennent si grandes qu'ils ne parviennent plus à trouver de points communs. On peut aimer profondément quelqu'un et en même temps ne pas pouvoir cohabiter avec cette personne. On peut éprouver une affection sincère pour celle qu'elle était dans son enfance et ressentir un malaise sincère face à celle qu'elle est devenue à l'âge adulte. C'est l'une des contradictions les plus douloureuses qui soit. Parfois, un frère ou une sœur choisit une voie que l'autre considère comme moralement inacceptable, ou développe des comportements qui trahissent les valeurs qui ont été construites ensemble pendant l'enfance. Et lorsque cela se produit, la personne doit faire un choix impossible, accepter l'inacceptable pour maintenir le lien, ou rompre le lien pour préserver son intégrité. Et voici ce que peu de gens admettent. Parfois, la séparation est le choix le plus sain. Parfois, insister pour maintenir une relation qui est devenue toxique est pire que d'accepter que vous avez pris des chemins trop différents pour pouvoir vous retrouver. Car il y a une différence entre l'amour inconditionnel et l'acceptation inconditionnelle de comportements destructeurs. Vous pouvez aimer votre frère tout en fixant des limites fermes sur ce que vous êtes prêt à tolérer. Vous pouvez lui souhaiter du bien à distance sans avoir à vous exposer constamment à des dynamiques qui vous blessent. Freud avait compris que parfois, le plus grand acte d'amour-propre consiste à reconnaître quand une relation, même fraternelle, fait plus de mal que de bien. Et avoir le courage de prendre ses distances n'est pas une trahison. C'est préserver sa propre santé mentale et émotionnelle. Mais il existe aussi un type de distanciation qui n'est pas définitif, mais nécessaire. Cet espace temporaire qui permet à chacun de penser ses propres blessures avant d'essayer de renouer le contact.
parce que parfois vous avez besoin de vous séparer pour pouvoir vraiment vous retrouver. Cette distanciation peut durer des mois, des années, voire des décennies. Et pendant cette période, chacun fait son propre travail intérieur, traitant les expériences partagées de différentes manières, développant de nouvelles perspectives sur ce qui s'est passé. Et quand ils se retrouvent enfin, s'ils se retrouvent, ils ne sont plus les mêmes personnes qui se sont éloignées. Ce sont des versions plus mûres, plus conscientes, plus capables de gérer la complexité et les contradictions qui existent dans toute relation profonde. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est probablement parce que vous reconnaissez en vous-même ce premier type de lien, celui qui résiste, qui persiste, qui insiste pour exister même lorsque tout semble être contre lui. Et si c'est le cas, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature de ces liens indestructibles. Car à partir de maintenant, nous allons entrer dans le territoire le plus profond de ce voyage, cet endroit où la psychologie rencontre quelque chose qui transcende la psychologie elle-même. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui soutient ces liens à travers les décennies, vous devez continuer à regarder jusqu'à la fin. Ce qui suit va changer votre façon de voir non seulement votre relation avec vos frères et sœurs, mais aussi votre propre nature en tant qu'être humain. Car la vérité est que les frères qui restent unis pendant des décennies ont découvert quelque chose que la plupart des gens ne connaissent jamais dans leur vie. Ils ont découvert comment accéder à ce qui existe au-delà des personnalités individuelles, au-delà des égos séparés, au-delà même des histoires personnelles que chacun porte en soi. Ils ont découvert le code secret qui transforme deux personnes en quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Ce qui sépare les frères qui restent unis de ceux qui s'éloignent, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de quelque chose que peu de gens peuvent nommer, mais que tous reconnaissent lorsqu'ils le ressentent. L'acceptation inconditionnelle de l'autre dans sa totalité. Je ne parle pas de tolérance ou de compréhension. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. La capacité de regarder son frère et d'accepter non seulement qui il est aujourd'hui, mais aussi qui il a été, qui il est en train de devenir, et même les parties de lui que vous n'aimez pas ou ne comprenez pas. C'est comme si ses frères avaient conclu un pacte tacite. Je t'accepte entièrement, y compris tes zones d'ombre, tes erreurs, tes contradictions, et je suis sûr que tu fais de même pour moi. Ce pacte n'a pas besoin d'être verbalisé. En fait, il fonctionne mieux lorsqu'il reste au niveau de l'inconscient. Freud a compris que le véritable amour n'est pas l'absence d'ambivalence, mais la capacité à intégrer des sentiments contradictoires à l'égard d'une même personne. Vous pouvez être irrité par votre frère et l'aimer profondément en même temps. Vous pouvez être en total désaccord avec ses choix et respecter néanmoins son droit de les faire. Vous pouvez même avoir honte de certains de ses comportements, tout en étant fier de l'avoir comme frère. C'est cette intégration de sentiments contradictoires qui permet au lien de survivre aux inévitables frictions de la vie adulte. Car lorsque vous acceptez de pouvoir ressentir à la fois de la colère et de l'amour, la colère cesse d'être une menace pour la relation et devient simplement un sentiment passager. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil dans ces liens durables, une forme de pardon qui survient avant même l'offense. C'est comme si ses frères avaient développé une compréhension si profonde des blessures et des limites de l'autre qu'ils parviennent à pardonner même les erreurs qui n'ont pas encore été commises. Cela ne signifie pas qu'ils sont naïfs ou qu'ils acceptent n'importe quel comportement. Cela signifie qu'ils comprennent les racines psychologiques des actions de l'autre de manière si intime qu'ils parviennent à séparer la personne du comportement, l'être humain de ses moments de faiblesse. C'est comme connaître si bien la carte émotionnelle de quelqu'un que vous pouvez prédire où il va trébucher avant même qu'il ne trébuche. Et lorsque le trébuchement se produit, au lieu du jugement, c'est la compassion qui surgit. Au lieu de la surprise, c'est la compréhension qui surgit. Cette compréhension profonde crée un espace de sécurité émotionnelle qui est presque impossible à reproduire dans d'autres relations. Car dans toute autre relation, vous devez vous présenter sous un jour édulcoré en montrant vos meilleurs côtés et en cachant vos pires défauts. Mais avec ce frère, vous pouvez être totalement humain, contradictoire, imparfait, en devenir. Et c'est là que réside le plus beau paradoxe de ces relations. C'est précisément parce que vous pouvez être totalement imparfait en sa présence que vous finissez par devenir une meilleure version de vous-même. Car lorsque nous n'avons pas besoin de dépenser notre énergie à faire semblant d'être parfait, nous pouvons utiliser cette énergie pour vraiment grandir. C'est comme avoir un laboratoire émotionnel sûr, où vous pouvez expérimenter différents aspects de votre personnalité sans craindre d'être jugé de manière définitive.
Vous pouvez vous tromper, vous pouvez réessayer, vous pouvez évoluer à votre propre rythme, et il y aura toujours quelqu'un là-bas qui connaît toute votre histoire et choisit malgré tout de rester. Ces frères ont également développé ce que l'on pourrait appeler une complémentarité psychique. Ce n'est pas qu'ils soient identiques, mais ils se complètent d'une manière qui crée un système émotionnel plus équilibré et plus résilient que ce qu'ils seraient individuellement. L'un peut être plus impulsif, l'autre plus prudent. L'un peut être plus optimiste, l'autre plus réaliste. L'un peut être meilleur pour commencer des projets, l'autre meilleur pour les terminer. Et au lieu que ces différences créent des conflits, elles créent une synergie qui renforce les points forts de chacun et compense les points faibles. C'est comme s'ils avaient appris à fonctionner comme un seul organisme doté de deux esprits. Non pas parce qu'ils ont perdu leur individualité, mais parce qu'ils ont découvert comment leurs individualités peuvent travailler ensemble pour créer quelque chose de plus grand. Cette complémentarité s'étend également aux blessures émotionnelles. Souvent, ce que l'un ne parvient pas à guérir en lui-même, l'autre peut l'aider à guérir par sa présence, son acceptation, sa validation. C'est comme si chacun portait en lui une partie du remède dont l'autre a besoin. Avez-vous déjà remarqué que votre frère ou votre sœur parvient parfois à vous calmer comme personne d'autre ne le peut, ou qu'il ou elle sait exactement quoi dire lorsque vous êtes en crise? Ce n'est pas une question de chance, mais le résultat d'années passées à s'observer mutuellement, à apprendre à décoder les signaux émotionnels et à développer un répertoire de réponses qui fonctionne spécifiquement pour vous. Et c'est peut-être exactement ce qui explique pourquoi ces liens parviennent à transcender le temps et la distance. Ce ne sont pas seulement des relations, ce sont des systèmes de guérison mutuelle qui continuent de fonctionner même lorsque les corps sont séparés. Car la véritable guérison ne passe pas seulement par les mots ou les gestes, mais par l'expérience d'être totalement vu, totalement accepté, totalement aimé, y compris les parties de nous-mêmes que nous ne parvenons pas à aimer. Et lorsque vous faites l'expérience de ce niveau d'acceptation, quelque chose en vous se transforme de manière permanente. Vous portez en vous la certitude qu'il existe quelqu'un dans le monde qui vous a choisi entièrement, qui connaît vos pires versions et qui a néanmoins décidé de rester. Cette certitude devient un ancrage émotionnel qui vous soutient même dans les moments les plus difficiles de la vie. Nous arrivons maintenant au point où la science rencontre le mystère, où la psychologie touche à l'inexplicable, car il existe une dimension de ces liens fraternels que même Freud n'a pas réussi à cartographier complètement, une dimension qui transcende les mécanismes psychologiques que nous avons explorés jusqu'à présent. Avez-vous déjà fait l'expérience de penser à votre frère et, quelques minutes plus tard, de recevoir un appel de sa part, ou de ressentir une angoisse inexplicable et de découvrir plus tard qu'il traversait un moment difficile à ce moment précis? Si oui, vous avez touché du doigt la preuve que ces liens fonctionnent à des fréquences que l'esprit rationnel ne peut expliquer. Je ne parle pas de superstition ou de pensée magique. Je parle de quelque chose que des chercheurs de divers domaines ont commencé à documenter. L'existence de connexions énergétiques entre des personnes qui ont partagé des expériences formatrices profondes. Des connexions qui fonctionnent indépendamment de la distance physique ou du contact conscient. C'est comme si ces empreintes digitales de l'âme, qui ont été gravées pendant l'enfance, avaient créé non seulement des souvenirs partagés, mais aussi des canaux de communication qui fonctionnent en dessous du seuil de la conscience. Des canaux qui transmettent instantanément des informations émotionnelles, sans passer par les filtres de l'esprit logique. Pensez aux jumeaux qui ressentent la douleur physique l'un de l'autre, même s'ils se trouvent sur des continents différents. Ou à des frères qui prennent des décisions similaires le même jour, sans s'être parlé depuis des mois. Ces phénomènes suggèrent qu'il existe une dimension de la connexion humaine qui va bien au-delà de ce que nous pouvons mesurer ou comprendre avec nos instruments actuels. Freud l'avait pressenti lorsqu'il écrivait sur l'océanique, cette sensation d'être connecté à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il a remarqué qu'il existe des moments dans l'expérience humaine où les frontières de l'ego se dissolvent et où nous faisons l'expérience d'une unité qui transcende l'individualité. Entre frères et sœurs ayant des liens profonds, cette expérience océanique n'est pas rare, elle est presque constante. C'est comme s'ils avaient maintenu un portail ouvert vers cette dimension plus large de l'existence, un portail qui a été créé dans l'enfance et qui ne s'est jamais complètement fermé. Et voici la révélation la plus profonde. Ce portail n'existe pas seulement entre vous et votre frère, il existe entre vous et une compréhension plus large de qui vous êtes vraiment. Car lorsque deux personnes se connaissent si intimement, lorsqu'elles s'acceptent si complètement, elles commencent à refléter l'une pour l'autre non seulement leurs personnalités individuelles,
mais aussi leur essence la plus profonde. C'est comme si votre frère était un miroir qui ne reflète pas seulement votre apparence physique, mais aussi votre nature spirituelle. Et lorsque vous regardez dans ce miroir suffisamment longtemps, avec suffisamment d'acceptation, vous commencez à voir des aspects de vous-même qui sont normalement cachés. Vous commencez à réaliser qu'il existe une partie de vous qui est éternelle, qui ne change pas avec les circonstances extérieures, qui reste constante à travers toutes les transformations de la vie. Et lorsque votre frère reconnaît cette partie éternelle en vous et que vous reconnaissez la sienne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous relier uniquement en tant que personnalité et vous commencez à vous relier en tant qu'âme. C'est la dimension où le temps et l'espace perdent leur importance, car les âmes ne vieillissent pas, ne s'éloignent pas, ne changent pas avec les expériences extérieures. Elles sont simplement. Et lorsque la connexion se fait à ce niveau, elle devient indestructible. C'est pourquoi vous pouvez passer des années sans parler à ce frère, et lorsque vous vous retrouvez, c'est comme si le temps n'avait pas passé. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. C'est l'âme qui reconnaît l'âme, l'essence qui reconnaît l'essence. Et c'est pourquoi la mort physique ne parvient pas à briser complètement ces liens. Car lorsque la connexion s'établit au niveau de l'âme, elle transcende les limites du corps physique. La personne peut partir, mais l'empreinte qu'elle a laissée sur votre âme reste vivante, continuant à influencer vos décisions, vos valeurs, votre façon de voir le monde. Avez-vous déjà parlé à votre frère dans votre tête en imaginant ce qu'il dirait à propos d'une situation donnée? Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est vous qui accédez à ce canal de communication qui a été établi il y a des décennies et qui continue de fonctionner, même à distance. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Cette expérience de connexion transcendante n'est pas l'apanage de ceux qui ont des frères et sœurs. C'est une capacité humaine universelle qui peut être éveillée et cultivée dans toute relation profonde. La différence est qu'avec les frères et sœurs, cet éveil se produit souvent de manière naturelle et inconsciente. Ce que vous avez appris sur la connexion profonde grâce à votre relation fraternelle peut s'appliquer à d'autres relations, à d'autres formes d'amour, à d'autres dimensions de votre existence. C'est comme si votre frère avait été votre premier professeur sur la façon d'aimer au-delà des limites de l'ego. Et c'est peut-être là la fonction la plus profonde de ces liens. Ils n'existent pas seulement pour nous tenir compagnie ou nous apporter un soutien émotionnel. Ils existent pour nous apprendre qui nous sommes vraiment lorsque nous cessons de nous définir par nos limites et commençons à nous reconnaître par notre infinité. Cette capacité à se connecter au-delà du temps et de l'espace vous enseigne également quelque chose de fondamental sur la nature de l'amour, qu'il ne dépend pas de la proximité physique, qu'il ne dépend pas d'un contact constant, qu'il ne dépend même pas d'une réciprocité immédiate. Le véritable amour existe en soi, comme une fréquence que vous émettez indépendamment de la réponse que vous recevez. Et lorsque vous intériorisez cette leçon à travers votre lien fraternel, vous devenez capable d'aimer d'une manière qui semblait auparavant impossible, capable de pardonner l'impardonnable, d'attendre ce qui semble ne jamais arriver, de croire en la connexion même lorsque toutes les preuves indiquent le contraire. Et maintenant, nous arrivons à la dernière révélation, la plus transformatrice de toutes. Ces liens fraternels durables ne concernent pas seulement vous et votre frère. Ils concernent la guérison de blessures qui remontent à bien avant votre naissance, des blessures qui ont été transmises à travers les générations et qui peuvent enfin être guéries grâce à l'amour inconditionnel que vous avez développé. Freud avait pressenti que nous portons en nous non seulement nos propres expériences, mais aussi les expériences non résolues de nos ancêtres, des traumatismes, des peurs, des schémas émotionnels qui se transmettent de parents à enfants comme un héritage invisible. Et souvent, ces schémas ne peuvent être brisés que lorsque deux personnes s'aiment si profondément qu'elles transcendent les limites qui ont été programmées dans leur lignée familiale. Lorsque vous et votre frère parvenez à vous accepter inconditionnellement, vous accomplissez quelque chose qu'aucune génération précédente de votre famille n'a peut-être réussi à faire. Vous brisez des cycles de jugement, de rejet, d'amour conditionnel qui ont pu exister pendant des décennies, voire des siècles. C'est comme si vous étiez des agents de guérison non seulement pour vous-même, mais aussi pour tout l'arbre généalogique dont vous faites partie. Chaque moment d'acceptation sincère que vous partagez, chaque pardon que vous vous accordez mutuellement, chaque geste d'amour inconditionnel se répercute à travers le temps, guérissant les blessures de vos ancêtres disparus et créant des possibilités de guérison pour vos descendants à venir. C'est une responsabilité profonde et en même temps un privilège extraordinaire, car cela signifie que l'amour que vous partagez
a un but qui va bien au-delà du personnel. Il a un but transpersonnel, ancestral, transcendant. Pensez au nombre de générations de votre famille qui ont peut-être vécu sans jamais connaître ce type d'acceptation totale. Combien de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents ont porté le poids d'être jugés, rejetés, aimés uniquement lorsqu'ils répondaient aux attentes. Et maintenant, grâce à vous, cette chaîne est brisée. Et voici ce qui change tout. Lorsque vous comprenez cette dimension de votre lien fraternel, vous cessez de le considérer uniquement comme une relation et commencez à le voir comme un travail sacré. Un travail de guérison qui s'accomplit à travers vous, mais qui est plus grand que chacun d'entre vous individuellement. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou que vous n'aurez plus jamais de conflit. Cela signifie que chaque conflit devient une occasion de pratiquer une forme d'amour plus élevée. Chaque réconciliation devient un acte de magie ancestrale. Chaque moment de connexion authentique devient une offrande au cosmos. Car lorsque deux personnes s'aiment véritablement, non pas malgré leurs imperfections, mais en incluant leurs imperfections, elles démontrent à l'univers que l'amour inconditionnel est possible. Et cette démonstration a le pouvoir d'inspirer et de transformer toutes les autres personnes qui entrent en contact avec elle. Votre frère n'est pas seulement votre frère, il est votre miroir, votre professeur, votre compagnon de voyage spirituel. Et vous n'êtes pas seulement son frère, vous êtes un agent de guérison, un porteur de lumière, un exemple vivant que l'amour peut transcender toutes les limites. Mais la révélation la plus libératrice de toutes est peut-être celle-ci. Vous n'avez rien de spécial à faire pour accéder à cette dimension transcendante de votre lien fraternel. Vous devez simplement cesser de lui résister, cesser de la minimiser, de la rationaliser, d'essayer de la faire entrer dans des catégories qui ont du sens pour l'esprit logique. Il suffit d'accepter qu'il existe quelque chose de plus grand entre vous, quelque chose qui mérite le respect et la gratitude. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous laissez ce respect envahir votre cœur, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à voir non seulement votre frère avec les yeux de l'âme, mais aussi toutes les personnes qui croisent votre chemin. Car la leçon la plus profonde que ces liens fraternels nous enseignent n'est pas comment aimer nos frères et sœurs, mais comment reconnaître la divinité en chaque être humain. Il s'agit de regarder au-delà des personnalités, au-delà des drames personnels, au-delà des différences superficielles, et de voir l'âme éternelle qui habite chaque personne. Si vous avez la chance de partager ce type de lien avec un frère, sachez que vous possédez un trésor rare. Un trésor qui peut être non seulement une source de joie personnelle, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui sont témoins de l'amour que vous partagez. Et si vous avez perdu ce frère, physiquement ou émotionnellement, sachez que le lien reste vivant en vous. Les leçons qu'il vous a enseignées sur l'amour inconditionnel, les souvenirs que vous avez créés ensemble, la capacité de connexion profonde que vous avez développée, tout cela reste une partie de qui vous êtes. Le véritable amour n'a pas de fin. Il se transforme simplement, s'étend, s'offre à de nouvelles personnes et à de nouvelles situations. Et c'est peut-être exactement ce que votre frère a toujours voulu vous enseigner, que vous êtes capable d'aimer sans limite, et que cette capacité est votre plus grand cadeau au monde. Chaque fois que vous choisissez d'aimer inconditionnellement, vous honorez l'héritage de ce lien fraternel. Chaque fois que vous pardonnez l'impardonnable, vous perpétuez la guérison ancestrale qui a commencé entre vous. Chaque fois que vous vous connectez profondément à un autre être humain, vous élargissez le cercle d'amour qui a commencé dans cette enfance partagée. Et c'est finalement ce qui donne un sens à tout ce parcours, car ces liens fraternels n'existent pas seulement pour nous rendre heureux, ils existent pour faire de nous des agents de transformation, pour nous enseigner que nous faisons tous partie d'un réseau infini de connexions et que chaque fil de ce réseau compte, chaque nœud fait la différence, chaque choix d'amour résonne pour l'éternité. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et illuminez votre ombre. Comptez sur moi dans ce voyage et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, à quel moment avez-vous ressenti le plus profondément cette connexion transcendante avec votre frère? Ce moment où vous vous êtes reconnus non seulement comme une famille, mais comme des âmes qui ont choisi de cheminer ensemble dans cette vie.